Bienvenue dans votre journal Afrique. On se laisse porter ce soir par une comtesse d'aventure. Madina Guissé écrit des histoires pour enfants à découvrir les aventures de Neiba, curieuse et intrépide. Ce sera juste après l'actualité. À Madagascar, l'hommage aux victimes des affrontements de samedi. Ils étaient des milliers rassemblés sur la place du 13 mai, venus pour se recueillir autour des deux dépouilles. Avec eux, les leaders de l'opposition. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Décryptage dans ce journal. Nouvelle grève illimitée chez les médecins congolais. Selon les grévistes, 3500 médecins en RDC travaillent sans salaire depuis 4 ans. Ils accusent le gouvernement de ne pas avoir respecté leurs engagements. Au Cameroun, une vaste affaire d'escroquerie a viré à l'émeute. Des Camerounais ont pris d'assaut le siège de l'ONG MIDA, ONG où ils ont investi des milliers de francs CFA. On leur promettait investissement, emploi ou financement, mais l'institut a fini par fermer. La mobilisation tient dur comme fer à Madagascar, 2 jours après la répression meurtrière qui a fait au moins 2 morts. Nouvelle démonstration de force ce lundi. Des milliers de Malgaches ont rendu hommage aux victimes, accompagnés des élus de l'opposition. Ils rejettent en bloc les nouvelles lois électorales. Le récit de Philippe Randrianarimanan. Cette fois, la rue est à eux. La grande avenue de l'Indépendance, laissée ouverte, le cortège funéraire avance, direction l'hôtel de ville, pour un hommage aux 2 victimes tuées lors de la manifestation interdite de samedi. Au premier rang, les députés d'opposition, tous de blanc vêtus, ceints de leur écharpe, mais aussi la mère de Tana, en noir. Un culte religieux et des chants patriotiques rythment cette manifestation. Place du 13 mai, point de ralliement historique des grands mouvements populaires à Madagascar, flotte un sentiment de victoire. Tous contestent les lois électorales adoptées début avril, qui selon eux avantagent le pouvoir et bafouent la démocratie. La veille, sans rien céder sur le fond, le président de la République voit dans la contestation de samedi une tentative de coup d'État. Cela ne dissuade pas 2 anciens présidents d'être au rendez-vous du jour. C'est l'occasion pour Andry Rajoelina de réapparaître sur les lieux, mais sans faire de discours politique. Événement rare, Marc Ravalomanana vient à son tour avec une demande, déjà énoncée par son épouse, la maire de la capitale, quelques heures avant, pour une médiation du Conseil œcuménique des églises chrétiennes entre députés d'opposition et le gouvernement. Après le rassemblement, une veillée mortuaire va suivre, comme si les nouveaux occupants de la place du 13 mai n'avaient plus envie de partir. On va tenter de comprendre un peu plus ce qui se joue à Madagascar. Philippe Randrianarimanan nous a rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir Anne. Vous êtes journaliste à TV5 Monde, malgache, vous suivez de près l'actualité du pays. Pourquoi ces nouvelles lois électorales font-elles débat ? Parce que cette année 2018, c'est une année électorale cruciale. Il y aura donc à la fin de l'année, donc dans quelques mois, dans 7 mois, des élections présidentielles et législatives qui vont renouveler donc l'exécutif et le législatif, sachant que le président élu et les députés élus sont issus d'une crise qui a duré 4 ans à Madagascar, une crise politique, et que donc ces élections-là sont un nouveau test de la vigueur de la nouvelle République malgache, puis on est dans une 4e République à Madagascar. Et donc les lois électorales dont il est question, c'est 3 lois sur les élections présidentielles, les législatives et les élections générales et les référendums. Donc elles vont régir cette prochaine séquence électorale et donc fixer les règles du jeu. Alors pourquoi, selon vous, la contestation a pris autant d'ampleur et aussi vite ? Parce elles ont été votées donc le 3 avril par les députés et le 11 par le Sénat. Mais avant cela, il y a eu de nombreuses consultations dans la société civile et auprès des partis pendant plusieurs mois. Et donc il y a eu de vrais débats de fond sur ce qu'il fallait faire pour que le processus électoral soit crédible et soit reconnu pour éviter de retomber dans les contestations successives. Et donc, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites et malheureusement, elles n'ont pas été suivies. Donc, sur le fond, déjà, il y a plein d'aspects qui sont critiqués, notamment le fait qu'on réduise le second tour à 7 jours de campagne au lieu de 30. Le fait qu'on revienne à des bulletins séparés que chaque candidat devra fournir au lieu d'un bulletin unique. Donc, c'est des vrais reculs en la matière.
ou encore sur les contestations ou sur l'établissement des listes électorales. Donc il y a plusieurs points qui sont critiqués. Et l'autre point sur la forme, c'est l'adoption de ces lois à l'Assemblée nationale qui a donné lieu visiblement à une vraie confusion. Et les députés de l'opposition sont sortis de la salle en critiquant une procédure frauduleuse et la corruption de députés. Alors on a entendu le président malgache parler de coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des dissensions au sein du pouvoir face à ce soulèvement de la contestation ? Alors dissension, peut-être pas, mais en tout cas des réactions différentes. Parce qu'effectivement, le discours du président qui a eu lieu 24 heures après les événements, après la manifestation de samedi, c'était un discours de fermeté. Où il a lancé un avertissement aux fauteurs de troubles en leur disant « nous ne céderons pas ». Inversement, ça tranche avec les appels au calme, que d'ailleurs le président aussi a lancé, mais aussi les appels au dialogue venus du Premier ministre ou encore du ministre de la Défense. Donc effectivement, il souffle un peu le chaud et le froid. Alors rapidement, vous le disiez à juste titre dans le sujet qu'on vient de voir, fait inédit, pour la première fois, l'opposition sous une même bannière. Quelle stratégie pour la présidentielle ? Ce qui est remarquable, effectivement, c'est qu'on assiste à une alliance des anciens ennemis, à savoir les partis de l'ancien président Marc Ravalomanana et de l'ancien président Andry Rajoelina, qui ont des députés à l'Assemblée, qui font partie de l'opposition et qui maintenant s'unissent contre le régime, contre ces lois électorales. Et ils ont même décidé, aujourd'hui même, lors des manifestations et de l'hommage rendu aux 2 victimes, de créer un front, d'une coalition pour le changement à Madagascar. Merci beaucoup Philippe Randrianarihemanen pour vos explications. À noter, notre question de la semaine est consacrée à Madagascar, calcul électoral ou normalisation de la classe politique. On attend vos réactions sur notre page Facebook. Les hôpitaux publics à nouveau paralysés en RDC. Les médecins congolais débutent une grève illimitée. Malgré les multiples négociations, les grévistes estiment que l'État ne respecte pas ses engagements. Selon eux, plus de 3500 médecins ne reçoivent plus de salaire, et ce, depuis 4 ans. Francine Mokoko, Ndarikaling Lopi. Les blouses blanches lèvent le pied sur les consultations. Dans les hôpitaux publics de Kinshasa, les services tournent au ralenti. Les médecins sont à nouveau en grève. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement en septembre dernier. Le syndicat national des médecins, le SINAMED, est à la tête de la contestation. Nous réclamons ici l'alignement des nouveaux confrères qui travaillent 4 ans. Durant, ils ne touchent ni prime ni salaire. Et ce sont des pères de famille. Nous sommes en train de réclamer la promotion en grade selon la nouvelle nomenclature. Un médecin qui est engagé en 2000 et celui qui est engagé en 2018, ils reçoivent le même salaire comme si de rien n'était. Le syndicat pointe du doigt le non-paiement des salaires par l'État congolais. La situation plonge certains médecins et leurs familles dans la précarité, inacceptable pour le corps médical. Ce lundi à Kinshasa, peu de personnel dans les couloirs des hôpitaux publics. Parmi les revendications, les médecins réclament la révision du barème de leur rémunération suite à la dépréciation de la monnaie et l'octroi de primes aux nouveaux médecins. Du côté des stagiaires, on s'inquiète déjà de la durée du conflit. Il y a des problèmes avec nos encadreurs. Ils sont en grève. C'est depuis la semaine passée qu'ils avaient lancé le mot d'ordre là, qui vont appliquer, ce qui va perturber le stage automatiquement. La colère des grévistes ne faiblit pas. En cas de nouvelles négociations, le syndicat national des médecins reviendra sans aucun doute sur le sort des 3500 médecins qui, selon lui, travaillent toujours sans rémunération en République démocratique du Congo. Au large de la Libye, l'enfer des migrants continue. Au moins 11 corps sans vie ont été récupérés et 263 personnes secourues en mer Méditerranée dans la seule journée de dimanche. Des opérations de sauvetage menées par la marine libyenne. En Centrafrique, des combats ont opposé ce dimanche une nouvelle rébellion Siriri aux forces de sécurité du pays, près de Berberati. Le calme est revenu aujourd'hui dans la zone, mais à Bangui, les inquiétudes montent. La correspondance de Pacom Pabanji.
Dimanche matin, des gendarmes centrafricains appuyés par des casques bleus de l'ONU sont tombés dans une embuscade tendue par une nouvelle rébellion dans le sud-ouest de la Centrafrique. Les combats qui se sont déroulés dans la commune de Nassolé, à quelques kilomètres de la ville minière de Berberati, ont duré plus de 2 heures. Aucun bilan n'est connu à l'heure actuelle, mais la mission de l'ONU dans le pays a annoncé avoir neutralisé les rebelles. Siriru, qui signifie paix en sango, est un nouveau mouvement rebelle dont les intentions restent encore inconnues, mais qui veut s'implanter à Berberati. Certains rebelles ont réussi d'ailleurs à s'échapper pendant les combats et la situation a fait monter la psychose dans la région. Cette rébellion vient compliquer les tâches au gouvernement centrafricain occupé à gérer les rebelles de l'ex-Seleka qui se sont regroupés dernièrement à Kagabandoro et qui ont d'ailleurs menacé de marcher sur la capitale Bangui. Au Cameroun, une vaste affaire d'escroquerie a viré à l'émeute en banlieue de Yaoundé. Des Camerounais qui se sentent arnaqués par l'ONG MIDA. Ils ont engagé des milliers de francs CFA pour participer à cette mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. On leur promettait investissement, emploi ou financement, sauf que l'Institut a fini par fermer. Reportage de Marcel Amoko avec Julien Manzer. Il aura fallu une intervention musclée des forces de l'ordre. Une centaine de gendarmes, des camions anti-émeutes et quelques arrestations. Pour parvenir à calmer une centaine de personnes venues exprimer leur colère devant le siège désormais fermé de l'ONG MIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Mais le sentiment d'injustice était trop fort et l'incompréhension grandissante. Si nous ne sommes pas payés, parce qu'apparemment on nous amène les gendarmes, les policiers comme si nous sommes des rebelles. Ce n'est pas la rébellion, c'est une mobilisation. Si nous ne sommes pas payés, on va employer des termes, des moyens juridiques et politiques légaux. On va se mobiliser, on va marcher pour avoir notre argent. Lors d'une précédente descente, les autorités ont fermé la mission et arrêté son directeur. Mais surtout, elles ont saisi l'argent issu des arnaques. Et si l'État camerounais a déjà promis de rembourser les victimes, beaucoup se sont endettés et demandent une indemnisation intégrale face au préjudice. Il ne faut pas rembourser, il faut payer. Parce que si on me rembourse, je suis déjà prisonnier. J'ai emprunté 1 million pour rembourser 1 800 000 au plus tard le 27 mai. Maintenant, si on me rembourse, j'aurai 800 000 quand? Ça veut dire que je vais laisser déjà ma famille, mes petits-enfants et ma femme pour aller en prison. En 6 mois, MIDA aura collecté plus d'1 milliard de francs CFA auprès de plusieurs milliers de personnes. Le 17 juillet prochain, rendez-vous est pris avec Barack Obama en Afrique du Sud. L'ex-chef d'État américain prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela, fondation qui célébrera le centenaire de la naissance du premier chef d'État noir sud-africain. Obama Mandela, tout un symbole, écoutez. Nous espérons assister cette année à ce passage de bâton du leadership. Un jour, un grand leader, Nelson Mandela, avait déclaré après l'élection du président Obama qu'il était fou de joie d'avoir vu ce moment de l'histoire américaine. Nous espérons que ce sera à nouveau un moment important où les deux héritages se rencontreront à nouveau. C'est un artiste aux multiples facettes, peintre, sculpteur, écrivain. Mahi Binebine est incontestablement un homme de culture, un Marocain qui voit les choses en grand. Il veut ouvrir l'art au quartier défavorisé de son pays. Une rencontre signée Maud Ninov, récit Julien Manzer. C'est dans cette petite librairie de Tanger que Mahi Binebine a décidé d'emménager. Un peu à l'étroit entre les livres, il a pu faire une place pour ses toiles. Elles sont la prolongation de son œuvre littéraire et de son dernier livre, Fou du roi. Il raconte l'histoire de son père courtisan de la cour d'Hassan II et de son frère complotiste qui participa au coup d'état militaire de Srirat en 1971. Quand je passe la nuit ou la matinée à écrire sur un sujet et l'après-midi quand je vais à l'atelier, évidemment, les personnages, ils sont là, ils me hantent, ils m'habitent et donc je ne peux pas y échapper. Stéphanie, la libraire, lui a prêté un bout de son mur. Comme lui, elle aime mélanger littérature, art, photographie. Et surtout, comme Mahi, elle défend la nécessité de parler à un public trop souvent ignoré, la jeunesse. C'est leur montrer toutes les fenêtres et les portes qu'ils peuvent ouvrir en connaissant, en questionnant, en étant curieux, en apprenant. Et si eux ne viennent pas à la librairie ou ne viennent pas dans les lieux de culture, c'est au lieu de culture d'aller les voir. C'est ce que fait Mahi dans le quartier populaire de Beni Makada. Il y a 3 ans, il a créé une association culturelle, les Étoiles du Détroit. Il espère ainsi faciliter l'accès à la culture aux jeunes défavorisés. Lecture, peinture, chant, danse,
Ici, l'art sous toutes ses formes est la bienvenue. Un espace de liberté pour 200 jeunes de tous âges qui permet aussi de découvrir les talents de demain. C'est des graines d'étoiles. On ne sait jamais ce qui peut naître d'un lieu comme ça. Ici, comme dans le centre qu'il a ouvert à Casablanca, on cherche à lutter contre l'islamisation radicale et la pauvreté dans ces quartiers. Alors, Maïs se bat pour faire briller d'autres étoiles un peu partout au Maroc. Et ces quelques informations de sport, nouvelle consécration pour Mohamed Salah. L'Égyptien est élu meilleur joueur de l'année 2018 en Angleterre. 31 buts au compteur pour l'attaquant de Liverpool, un total qui espère bien encore gonfler lors de ces 3 dernières journées de championnat. Et puis le Tour du Sénégal repart sur les chapeaux de roue. Après une première étape avortée, les 19 équipes en lice sont enfin rentrées dans la compétition. Et c'est l'Algérien Youssef Reguigui qui s'impose sur la deuxième étape entre Thiès et Saint-Louis, 182 km, l'étape la plus longue de la compétition. Voilà pour l'actualité de ce lundi. C'est l'heure du MAG avec votre séquence Diaspora. C'est une comtesse d'aventure. Madina Guissé bouscule le paysage de la littérature jeunesse. Ancienne chargée de communication, elle a tout plaqué pour raconter des histoires aux enfants, des histoires qui lui ressemblent, des histoires qu'elle aurait aimé lire toute petite. Son héroïne Neiba nous emmène dans de nouvelles aventures, drôles, parfois touchantes. Neiba, je sais tout ou presque, le tome 2 sort très bientôt. Bonsoir Madina Guissé. Bonsoir. Alors Neiba, c'est une petite fille de 9 ans, curieuse, parfois impertinente. Exactement. Dans le tome 1, elle doit garder un secret, celui de son frère, mais elle a du mal à tenir sa langue. Exactement. Dans plusieurs interviews, vous avez affirmé que c'était une histoire que vous auriez aimé lire toute petite. Pourquoi ça n'a pas été le cas ? Je ne sais pas, parce que moi, à l'époque, je n'étais pas auteur, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas cette compréhension. On n'avait pas compris qu'il y avait beaucoup, finalement, de personnes racisées qui ne se retrouvaient pas dans les romans jeunesse qu'ils pouvaient lire et que ça pouvait poser un problème. Aujourd'hui, les petits-enfants qu'on était, on a grandi et on a des neveux, des nièces, parfois des enfants, et on n'a plus envie, justement, on n'a pas du tout envie, que nos enfants se retrouvent dans ces situations-là. Donc nous, on est là vraiment pour essayer de changer les choses. Et c'est quoi les stéréotypes récurrents quand on a un personnage noir dans les livres d'enfants ? Très souvent, en fait, le personnage est en Afrique. Donc, ça pose une réalité qui n'est pas vraie, en tout cas pour des personnes afrodescendantes comme nous. C'est-à-dire que c'est comme si on nous demande de choisir entre des personnages noirs qui ne sont pas dans un pays qu'on côtoie et des personnages blancs qui nous ressemblent dans le quotidien, mais pas dans la couleur de peau. Donc, ça pose quand même des réels problèmes d'identification. Et pourquoi c'est si crucial de s'identifier à des héros quand on est enfant ? Parce qu'il y a des études qui prouvent qu'à partir de l'âge de 7 ans, on a besoin de pouvoir s'identifier à des personnages pour pouvoir se dire que c'est possible. Si vous voulez, c'est pas un problème d'avoir des personnages qui nous ressemblent pas de temps en temps. Ce qui est problématique, c'est quand on n'a jamais des personnages qui nous ressemblent, parce qu'on a toujours quand on nous invisibilise, on a l'impression que du coup on n'existe pas et qu'on peut pas exister dans des choses positives. Et justement, où avez-vous trouvé l'inspiration du personnage Neiba ? Dans plein de choses, je pense dans mon enfance à moi, parce que quand on écrit des romans jeunesse, on n'essaye pas de parler à hauteur d'enfant, on essaye de retrouver un petit peu sa voix d'enfant pour sonner au plus juste. Donc je pense que Neiba, elle s'inspire un petit peu de la petite fille que j'étais à 9 ans. Quelle était cette petite fille à 9 ans ? Une petite fille assez dynamique, assez espiègle aussi, qui aimait comprendre les choses. J'étais, je pense, un peu moins téméraire que Neiba, mais j'avais quand même cette envie d'aller vers les gens et de comprendre. Alors on va parler rapidement du tome 2 qui va bientôt sortir. Alors cette fois, Neiba a une nouvelle idée en tête. Exactement. Amener un téléphone portable dans son cartable. Exactement. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a un camarade dans sa classe qui la nargue un petit peu avec son téléphone à lui. Et elle se dit que le meilleur moyen de se venger, c'est elle aussi d'avoir un téléphone portable pour lui prouver qu'elle aussi c'est quelqu'un. Donc sur ce tome-là, ce qui était intéressant et important pour moi, c'était de parler un petit peu de la valeur des choses matérielles et comment on explique finalement aux enfants que les choses matérielles, c'est pas forcément les choses qui ont le plus de valeur. Et puis à côté de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir un petit peu expliquer aux enfants le danger des écrans.
Ah, d'accord. Alors, Alors, deux sujets en parallèle. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un peu de vous dans le personnage de Neiba. Depuis toute petite, hein, vous êtes une grande lectrice. Est-ce que vos parents vous ont raconté des contes, des mythes autour de leur culture Peul? Honnêtement, non. Non, je pense que ça se passait pas vraiment comme ça. On dit souvent que dans les cultures Peul, on est beaucoup dans la parole et c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas vraiment des contes. Ils nous racontaient un petit peu comment eux vivaient leur vie à l'époque. Mais c'était pas vraiment des contes. Moi, pour être très honnête, les livres que je lisais, c'était Les Malheurs de Sophie, c'était le petit Nicolas, c'était Boulet Bill. C'est vraiment des livres comme ceux-là qui m'ont donné envie d'écrire. Mais clairement, je pense aussi que mes parents m'ont inspirée dans le fait d'oser prendre la parole et d'oser aller jusqu'au bout de mes idées. Alors cette passion de l'écriture vous anime depuis votre plus jeune âge, on peut dire ça? Oui. Pourtant, cela fait juste 1 an que vous vous êtes lancée dans cette aventure. Ça a été quoi le déclic concrètement? Ça a été plusieurs choses. Je pense que le déclic qui m'a permis de changer de carrière, c'était en fait chercher un nouveau job en communication parce que je sentais que dans mon job actuel, j'avais fait le tour et puis surtout, je travaillais beaucoup. Et puis, à force de faire des entretiens, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans des projets qui peut-être ne me ressemblaient plus. Donc, j'ai essayé de faire une espèce d'introspection personnelle et professionnelle. Et puis, je me suis souvenu qu'en fait, à la base, j'adorais écrire. Moi, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait un DUT publicité pour pouvoir être conceptrice, rédactrice. Et du coup, j'avais toujours gardé ça en tête, mais je pense que je l'avais oublié, que j'aimais autant l'écriture. Alors comment ont réagi vos proches à l'idée que vous passiez la communication à l'édition? C'était un pari risqué quand même. Ils ont bien réagi. Je pense qu'ils ont bien réagi parce que oui, c'est un pari risqué, mais j'ai essayé d'en faire un risque mesuré au maximum. Et puis parfois, il faut oser se dire, bon ben, je tente. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. On pourra toujours repartir dans mon ancien métier que j'aime beaucoup en fait. Moi, la communication, c'est un domaine que j'ai étudié, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant des années, donc ça me dérangera absolument pas d'y retourner, mais pour moi ça valait le coup de prendre le pari et mes proches m'ont vraiment soutenu là-dessus. Je les en remercie d'ailleurs. Alors je disais dans une interview que vous aviez donnée et que ça n'a pas aussi toujours été facile cette conversion. Non. Vous avez eu quelques remarques un peu bizarres dans le genre. Oui. Pourquoi vouloir écrire car les Noirs ne lisent pas? Ouais. Comment, avec le recul, vous analysez cette phrase? Moi, je pense que c'est des phrases un peu... quand même. Non, c'est très fort et puis c'est surtout très faux. Voilà, puisque moi, je lisais beaucoup et puis, vous savez, moi, je fais maintenant pas mal de salons et je rencontre des tas de jeunes femmes qui me disent « Ah là là, mais merci, on se retrouve dans votre histoire parce que moi aussi, j'aimais lire et je me sentais seule. » Mais c'est moi, en fait, qui me retrouve en elle. On est beaucoup, des jeunes femmes mais aussi des jeunes hommes, à avoir beaucoup aimé lire. Mais c'est un petit peu cette... je peux pas dire cette majorité silencieuse parce que je peux pas le chiffrer, mais... très concrètement, on est très nombreux à être des personnes racisées et à aimer lire. Après, je pense que cette réalité-là n'a pas été manifestée et pourtant, elle est là. Et comment sortir de ce stéréotype pour vous alors aujourd'hui? Justement, en proposant des nouveaux personnages et en montrant qu'on peut être un enfant noir, afrodescendant, né en France et être représenté de manière positive et de manière naturelle. Vous voyez, moi, Neiba, c'est une petite fille qui ne se pose pas la question de sa couleur de peau, en fait. Et pour moi, être représentée sans pour autant tourner autour de la question de la couleur, c'est le meilleur moyen de se dire, en fait, c'est pas un problème. Et puis, c'est même naturel et on aurait même dû le faire plus tôt, en fait. Et vous avez pensé, dans des prochains tomes, à vous nourrir un peu de votre culture peul sénégalaise, cette double culture, parce qu'on la sent moins chez Neiba, là. Ouais, on la sentira un peu plus dans le tome 2, mais un peu plus dans les visuels. On voulait vraiment faire en sorte, je vais pas spoiler, sinon c'est pas drôle, mais la maman, justement, la maman de Neiba, Issata, elle a parfois des vêtements qui, eux, sont très clairement africains, en fait. Parce que l'idée, c'était de montrer, quand c'est pas dans les textes, de montrer que la culture africaine, elle nous suit quand même dans notre quotidien. Moi, j'avais très clairement, quand je rentrais chez moi et que je fermais la porte de chez moi, on était complètement imprégnés dans cette culture africaine et on a gardé ça Comment avec vous la nos vivez enfants. Justement aujourd'hui, cette culture? Très bien. Très bien, je vais au Sénégal tous les 5 ans en moyenne, je parle en poulard avec mes parents, je me sens très bien avec ma double culture.
Et vous avez d'autres projets pour finir? Bien, il y a le tome 2 de Naïba, où on a une campagne de crowdfunding qui est en cours et qui fonctionne plutôt bien et qui se clôture dans 15 jours. Et puis un tome 3, et puis d'autres sujets avec d'autres personnages pour le coup, et avec des romans jeunesse, mais à des âges un petit peu plus élevés que 6 ans. J'avais lu aussi qu'il y avait peut-être une histoire de garçon qui pourrait peut-être naître. Tout à fait, mais je ne peux pas en dire plus. Mais pas un petit mot ? Non, mais l'idée, c'est que là, pour le coup, les personnages seront plutôt des garçons, des frères, pour le coup. Et l'idée, c'était de, encore une fois, pas tourner sur la question de la couleur de peau, mais sur des sujets du quotidien. Merci beaucoup, Madina Guissé. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Naïba, je sais tout ou presque. Le premier tome, le second tome va bientôt sortir. Le premier est toujours disponible. Tout à fait. Merci beaucoup, Madina Guissé, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.